Bonjour, c'est Dr Roubi, je suis pédiatre et depuis quelques années, je m'occupe, moi et mon équipe, je t'aide à sortir des enfants avec troubles du neurodéveloppement et bien sûr de leurs parents. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le divorce dans les couples ayant un enfant avec troubles du neurodéveloppement. Vous allez peut-être vous poser la question, certains de vous vont le faire, pourquoi aborder ce sujet? Mais tout simplement parce que quand les parents sont séparés ou divorcés, la prise en charge de leur enfant est encore plus difficile et du coup le résultat est moins bon. Deuxième élément qui m'a poussé à aborder ce sujet, c'est que le constat fait durant ces années où on a pris en charge ces enfants-là et leurs parents, on a constaté que le divorce chez ces parents est assez fréquent. Et du coup, avant d'aborder ce sujet, je voulais savoir, est-ce que c'est un phénomène de société qui est particulier à nous? Et de là, j'ai contacté des confrères et des consoeurs à l'étranger qui m'ont confirmé que ce phénomène existait chez eux et qu'il n'y a pas de statistiques mondiales faites à ce sujet, mais certaines associations quand même avancent le chiffre de 80%. Waouh, on se dit 80%, c'est énorme. Mais même si ce chiffre n'est pas très juste, je dirais que le phénomène reste fréquent et partout dans le monde, donc ça vaut la peine de le discuter. Avant de parler de ce sujet, j'aimerais faire une petite introduction sur la vie de couple en général. Dans la vie de couple, il y a le toi, il y a moi, et ce n'est pas toi et moi qui feront le nous. Ça, c'est une idée fausse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce nous est une tierce personne à part entière, même si elle reste virtuelle, elle est l'élément clé de la vie de couple. À vrai dire, chaque personne dans le couple a une partie de sa vie qui s'est construite depuis sa naissance, voire même depuis la conception. Et la personne, elle rencontre son conjoint en étant une personne déjà construite, je dirais, avec toutes ses composantes corporelles, culturelles, émotionnelles, socio-économiques, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc quand on rencontre la personne, on commence à se construire dans une vie de couple. On apprend et on apprend aux autres. Et la vie de couple commence dans l'entente, le partage, l'amour et surtout les sacrifices que chaque partie fait. Et c'est là qu'intervient le nous, la troisième personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'installe pour gérer et pour maintenir cet équilibre de couple. Là, je vous ai présenté un petit schéma, peut-être il est mal fait, je ne sais pas dessiner peut-être, mais qui montre qu'il y a un pont qui se construit et ce pont-là, il se construit de part et d'autre par les deux personnes qui font le couple. Remarquez que ces deux personnes-là, chacun a déjà son précédent, sa vie dans les antécédents, et qu'à partir du moment où il y a la rencontre, il y a cette construction de pont, et cette construction de pont qui fait après intervenir le nous, qui essaye de maintenir ce pont à l'état intact. Et voilà l'arrivée de l'enfant. L'arrivée de l'enfant, déjà, il bouleverse l'équilibre d'un couple, même quand l'enfant n'a pas de trouble du neurodéveloppement. Pourquoi? Parce que, vous savez, juste après la naissance, la maman s'occupe plus de l'enfant et je dirais entre parenthèses, négligeant un peu son mari. Et aussi, il y a ce sommeil perturbé. Pourquoi? Parce que l'enfant, le petit nourrisson, met du temps à faire ses nuits. Et du coup, ce sommeil est perturbé. Il se lève plusieurs fois pour téter, pour pleurer parfois à cause des coliques. Et là, parfois, il y a un parent, un papa, qui aide sa femme dans ces nuits difficiles et qui participe à donner les biberons à son enfant. Comme il y a d'autres parents qui le font moins, il y a à l'extrême des papas qui quittent complètement la chambre conjugale pour aller s'installer dans l'autre chambre ou dans le salon sous prétexte qu'il doit travailler demain, donc il doit bien dormir.
Bref, ce n'est pas notre sujet. À partir du moment où le diagnostic est fait, ou plus tard un peu quand la prise en charge débute, le couple commence à se gérer mal et ne plus s'entretenir comme avant. Le nous commence à souffrir, même à quitter un peu la scène, car le nous est maintenu par le toi et le moi, et si par faiblesse ou par égoïsme, un des deux partenaires se désintéresse à l'autre, le nous qui est sage se retire en silence. Donc, face à cette situation difficile, qui est surtout renoncer à l'enfant idéal qu'on a toujours imaginé, les parents réagissent. Et cette réaction est différente et chacun y réagit à son rythme et à sa manière. Pourquoi les parents réagissent de cette façon? Parce qu'il y a un élément très important qu'on doit prendre en considération et qui est le déni. Le déni, c'est quoi? C'est par définition une stratégie de défense qui sert à nier une réalité ou parfois une partie de la réalité. Dans quel but? C'est de diminuer la souffrance. Quand on voit de loin les parents, leur comportement nous paraît parfois étrange. Moi, ça m'est arrivé de rester loin de la porte du centre où on prenait en charge ses enfants et voir de loin les parents quand ils déposent leur enfant. Et je voyais ce comportement qui, certes, paraît parfois étrange, mais au juste, ce comportement qui n'est pas du tout étrange, n'est qu'en rapport avec un mécanisme légitime et qui permet de préserver le sujet qui est le parent. Et sachez aussi que la réussite de la défense n'est pas dans l'oubli, mais plutôt dans l'angoisse qui va être canalisée, ce qui permet aussi la protection de soi. Pour cela, j'insiste avec les professionnels de prendre en charge ce phénomène qui est le déni. C'est vrai que la prise en charge n'est pas facile, elle prend du temps, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Cette situation d'angoisse et de malaise, qui est en rapport surtout avec le fait que chaque élément du couple se sent dans l'impuissance par rapport à lui et aussi dans l'incapacité de répondre aux attentes de l'autre membre et même de la fratrie parfois. Du coup, ça va engendrer, comme on l'a déjà dit, des mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense qui sont inconscients souvent, et leur but est de réduire la tension et l'angoisse, mais ça reste aussi qu'ils ont un côté néfaste, car à la longue, ils retentissent sur la vie du couple et surtout sur la troisième personne qui est le nous, comme on l'a déjà dit. Pourquoi? Parce que le toi et moi resteront toujours, mais le nous peut disparaître. Restons dans le déni, je vais raconter une histoire. Moi, j'avais vu des parents d'un enfant atteint d'autisme. Et ce papa était tellement actif dans le groupe de parents, le groupe de parole. C'est lui qui organisait les réunions avec moi. Il était vraiment investi. Et là, un jour, après 3 années de prise en charge et après 3 années de contact, je dirais très fréquent entre nous, un jour, on devait mettre des photos d'enfants sur la page Facebook du centre. Et là, il a refusé de mettre la photo de son enfant. Quand j'ai posé la question, j'ai dit pourquoi votre enfant, il a vraiment eu de bons résultats, il s'est bien développé, et la prise en charge a donné vraiment un bon résultat pour lui. Il me fait non, parce que si je mets la photo de mon enfant sur la page Facebook, il restera toujours autiste. Et là, finalement, ce dévouement, toutes les activités qu'il faisait, toute cette force, cette volonté qu'il avait, c'était pour canaliser vraiment son angoisse, et c'était le déni qui était là à jouer ce rôle. Donc, il faut faire très attention à ça, et que dans la prise en charge, le déni est très important à prendre en charge.
Autre chose que je voudrais signaler aux professionnels, c'est que quand vous essayez d'expliquer durant les premières séances, juste après le diagnostic, aux parents, ce qu'est l'autisme et c'est quoi les mécanismes, les étiologies et tout. C'est vrai, il faut bien expliquer ce que c'est l'autisme, il faut bien expliquer la prise en charge aux parents, mais il faut toujours contrôler les mots que vous prononcez. Je vous dis, moi, il y a une situation que je n'oublierai jamais. Une fois, j'ai essayé d'expliquer à des parents la situation de leur enfant qui était autiste. Je leur ai parlé un peu de l'autisme et hop, ils me posent la question quelles sont les causes. J'ai dit il n'y a pas de cause vraiment connue, mais il y a des hypothèses, il y a plusieurs hypothèses. Et dans ces hypothèses, il y a l'hypothèse de la génétique qui est, je dirais, la plus solide parce que ils ont remarqué que dans les familles où il y a déjà des troubles du neurodéveloppement, le risque d'avoir un autiste est plus important et aussi le cas des jumeaux, quand un des jumeaux est atteint d'un trouble du neurodéveloppement, le deuxième est souvent atteint. Et là, j'ai été étonné par la réaction du papa qui se retourne vers sa femme en lui disant donc ça ne peut être que toi la cause parce que c'est toi qui as gardé l'enfant 9 mois dans ton ventre, donc du coup tu as eu le temps de lui transmettre tout. Voilà, ça c'est parce que tout simplement, peut-être je me dis je n'ai pas su dire cette phrase sur la génétique, ou peut-être il ne fallait pas la dire, il fallait peut-être laisser pour une autre consultation ou un autre rendez-vous. Ça, c'est pour vous dire que les parents, quand ils sont dans le déni, les parents, quand ils sont dans cette difficulté, dans cette angoisse qui est mal canalisée, il faut vraiment les prendre en charge pour qu'ils puissent après nous aider dans la prise en charge de leur enfant. On le sait, élever un enfant autiste au quotidien, c'est épuisant. Il demande beaucoup d'attention. Certains enfants aussi passent des journées ponctuées par des crises difficiles à gérer et par l'enfant et par les parents. Si on ajoute à cela les troubles du sommeil, cela rend encore la vie plus fatigante. Ça se comprend que la façon de réfléchir change complètement chez ses parents. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un projet de vie qui a changé. Mais il faut essayer de rester unis pour que ce changement n'aura pas trop de retentissement sur votre vie de couple et sur le développement de votre enfant. Gardez quand même une bonne relation avec le nous dont je vous ai parlé au début. C'est lui le seul élément qui pourra renforcer votre union pour pouvoir donner de votre mieux. Sachez que plus que les autres enfants, l'enfant autiste a besoin de plus d'attention de la part des parents et de l'entourage pour bien évoluer et bien se développer. Et lorsque le couple se sépare, cette attention devient difficile à réaliser. Et sachez aussi autre chose, que les besoins de cet enfant doivent être pris en charge et pris en compte. Pourquoi ? Parce que c'est des besoins vraiment spécifiques. Je vous remercie.